Bonjour. Bienvenue à tous. Donc, je suis Luna Granada, éditrice aux éditions La Tête ailleurs, qui est une maison d'édition qui est basée à Saint-Denis, qui est une maison d'édition jeunesse éco-responsable. Et aujourd'hui, donc, on vous propose un webinaire autour de la poésie du réel en littérature jeunesse. Je vais vous partager des petits visuels. Hop, voilà. Euh, et donc, on va discuter avec Cécile Dumoutier, Ève Gentilhomme, Viviane Griveaugenet et Lucille Poiret autour de deux ouvrages qu'on a édités cette année, Côte à côte, donc qui est illustré par Ève Gentilhomme et coécrit avec Cécile Dumoutier, qui s'inscrit en fait dans la continuité du précédent album qui s'appelle La nuit tombe, maman rêve. Et le deuxième titre qu'on a sorti, c'est La nuit et les songes, écrit par Viviane Griveaugenet et illustré par Lucille Poiret, qui est le deuxième titre d'une nouvelle collection qu'on a lancée de petits livres souples qui sont à un prix modéré, voilà, et qui sont des petits livres. Et en fait, ces deux livres ont en commun le fait d'aborder, de faire rêver un petit peu le quotidien. Donc, on va évoquer cette thématique-là. On va s'interroger aussi sur la forme d'écriture, la prose ou la poésie pour la jeunesse. Et comme on est cinq femmes, autrices, éditrices et illustratrices, on va aussi aborder la question du regard féminin en littérature jeunesse. Est-ce que vous voulez dire un petit mot dans un premier temps, peut-être vous présenter? Je prends le relais. Alors moi, donc, je suis Cécile Dumoutier et nous avons donc coécrit ces deux albums, donc Côte à côte, dont on parle aujourd'hui. Et moi, je suis de base comédienne, chanteuse, et puis après autrice et porteuse de plein de projets participatifs avec des femmes et puis de la jeunesse. Je Et passe le du coup, relais. Oui, vas-y. Du coup, moi, je m'appelle Ève Gentilhomme, je suis illustratrice et graphiste. Et on collabore ensemble avec Luna et Cécile depuis notre premier album, La nuit tombe, maman rêve, en 2020. Voilà, donc je suis illustratrice, je fais des livres pour enfants, je fais aussi des livres pour adultes, je fais aussi tout, enfin voilà, pour tous les publics. Et voilà. Alors, moi, je m'appelle Viviane Griveaux-Jeunesse. Ouais. Du coup, La nuit et les songes, c'est mon deuxième livre comme autrice jeunesse. Mais j'écris par ailleurs aussi de la poésie ou de la prose de type conte pour adultes. Donc, je suis d'abord autrice et j'écris pour les enfants et les enfants que sont les adultes, sont restés les adultes. Et par ailleurs, je suis également historienne sur une spécialité, le Moyen Âge. Et moi, c'est Lucille Poiré. Du coup, je suis artiste du livre, graphiste et illustratrice. Et voilà, La nuit, les songes, c'est mon premier livre en tant qu'illustratrice avec La tête ailleurs, du coup. Et justement, on va peut-être, Lucille, discuter autour de La nuit et les songes. Donc, le titre même du livre, La nuit et les songes, renvoie au rêve. Et en même temps, au niveau des illustrations, on a un ancrage dans la ville qui est très marqué. Enfin, voilà, comment, en fait, tu as composé tes illustrations pour, en partant du réel, arriver à donner une ambiance onirique. Ouais, alors j'ai utilisé une technique qui s'appelle le cyanotype, qui est un procédé de tirage photographique qui date du 19e siècle et qui a la particularité de donner ce résultat tout bleu, donc monochrome bleu, après avoir été exposé à la lumière du soleil. Ça m'a permis ça de fabriquer des images à partir de photos. Et j'aime bien aussi l'idée qu'il y ait un petit clin d'œil entre le procédé et le contenu et ce que raconte le livre, c'est-à-dire d'avoir des
des images qui puissent se révéler à la lumière du soleil pour parler de cette nuit qui tombe. Et moi, dans ma pratique, en fait, je travaille souvent à partir de matériaux photographiques, matériaux documentaires. Et donc, après avoir pris cette décision d'utiliser le cyanotype, j'ai demandé à Viviane, donc l'autrice du texte de La Nuit des Songes, de m'emmener en visite guidée à Aubervilliers, qui est la ville où elle a écrit le texte et qui est une ville qu'elle connaît très bien par ailleurs. Et elle m'a emmenée en visite pour pouvoir prendre des photos, pour pouvoir collecter ces matériaux documentaires. Elle m'a montré certains de ses endroits préférés dans la ville où la nature est très présente, comme la Maladrerie qu'on voit là, la cité de la Maladrerie où il y a beaucoup de nature, le fort d'Aubervilliers et d'autres endroits. Donc j'ai photographié le paysage urbain, mais aussi beaucoup de textures, de sol, de murs, des gros plans, etc. De textures. Et après avoir collecté ces images, j'en ai fait donc des tirages photographiques que j'ai numérisés et j'ai travaillé en assemblant des parties d'images pour créer justement cet univers onirique autour du rêve et en faisant des jeux d'échelle entre les textures, les bâtiments, les paysages, etc. Et par exemple, ce ciel qu'on retrouve sur toutes les images et qu'on voit là, c'est en fait un bout de goudron, un bout de sol un peu ramolli par la chaleur, un peu fripé. La lune qu'on voit un petit peu dans le coin, c'est un bout de mur qui s'effrite. Donc voilà, j'ai cherché tout au long de la fabrication des images à relever ce défi de fabriquer, de composer cet univers imaginaire et onirique à partir de tous ces petits bouts de réel collés ensemble, rassemblés. Voilà. Et peut-être, Viviane, tu peux compléter par rapport à toi, ton écriture. Est-ce que justement tu puises dans la ville, le réel, le quotidien, la source de ton inspiration? Comment tu passes justement de cette observation du réel à une écriture un peu poétique? Bah, oui, en effet, moi j'écris vraiment en lien avec ceux qui m'entourent. Euh, et en même temps, l'enjeu, c'est que l'écriture, elle emmène un petit peu ailleurs, elle fasse faire une promenade, non pas pour s'évader au sens d'oublier, mais pour vous faire voir autre chose qui est déjà là ou qu'on ne voit pas dans la ville. Et c'est aussi pour ça que c'est imposé l'idée de faire quelque chose à partir de la réalité d'Aubervilliers. C'était l'idée de tirer cette matière et de montrer que la ville qui s'impose de prime abord comme très très bétonnée, et enfin, j'y vis, donc c'est une réalité quotidienne, hein. Eh bien, cette réalité, elle peut se transformer avec quelques plantes sauvages qu'on va zoomer, et au fond, elles sont déjà là. Et donc, il y a quelque chose de la nature qui s'invite, ou des quartiers très particuliers, la Maladrerie, qui est peu connue, ou des friches. Et donc, il s'agit de retravailler un peu l'imaginaire qu'on a de la ville réelle. Et pour, pour donner envie d'une autre réalité. C'est aussi une écriture qui se veut un petit peu engagée. Ok. Merci Viviane. Dans Côte à Côte, on a alors bon, l'univers graphique est très différent de La Nuit et les Songes, mais on a aussi cette oscillation entre une atmosphère très prosaïque avec là on voit la maman, le personnage de la maman qui est en train qui est au lit, qui est en train de manger. Et on a un glissement comme ça vers un univers aussi plus onirique. Est-ce que, Eve, tu peux nous parler un petit peu de ça au niveau des illustrations? Voilà, comment tu fais pour mélanger ces deux univers au sein d'un même album? Parce que c'était déjà le cas dans La Nuit tombe maman rêve aussi. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que c'est quelque chose qui est, je pense, déjà plutôt récurrent dans mon travail, ce flottement vraiment entre le réel et le rêve, où la frontière au final est plutôt mince. Et c'est aussi de là qu'est venue aussi bah, notre envie de travailler ensemble.
je pense, pour ces deux albums. Et d'un point de vue plus graphique, par exemple, dans La Nuit tombe, on va avoir des éléments graphiques comme des petites paillettes, des petites étoiles qui vont nous amener à glisser dans la rêverie. C'était par exemple la scène du bain qui nous montre vraiment qu'on bascule dans son moment pour elle, pour contrebalancer avec les tâches quotidiennes, etc. Et à partir de là, on se retrouve un peu dans un autre monde avec des personnages imaginés, dans Côte à Côte. Au final, c'est un petit peu le même système qui s'opère, mais sans ces petites paillettes. Et en fait, ça va être l'arrivée d'un personnage imaginaire au bord de la fenêtre. Enfin, il y a trois pigeons qui arrivent, dont un qui a l'air un petit peu plus farfelu que les autres. Et du coup, c'est à partir de là qu'on glisse un petit peu dans, dans, dans une rêverie et qu'on part du quotidien. Et, euh, et du coup, c'est aussi ce qui m'intéresse dans cette forme de narration, c'est faire des allers-retours aussi entre les premières pages où on va voir des objets et des jouets de l'enfant, des objets de déco de la maman, etc., qui ensuite vont prendre vie dans le rêve. Et c'est un peu ça qui m'intéressait, qui est cet aller-retour au niveau des illustrations entre des éléments qu'on a vus au début. Qui étaient des éléments du quotidien, mais de l'ordre du jouet ou de l'objet de déco ou de l'objet ou de la photographie, et après qu'ils deviennent des personnages à part entière à la fin pour que l'enfant justement puisse découvrir tous ces détails, faire des allers-retours entre les pages. Et c'est un peu une double lecture qui s'opère là, quoi. Donc voilà. Et Cécile, au niveau de l'écriture, dans Côte à Côte, on a un petit peu deux parties. Donc on a la voix d'abord de la petite fille qui est plutôt un petit peu comme une comptine avec voilà, des phrases simples, peut-être qui riment un petit peu. Et dans la deuxième partie, c'est la voix de la maman qui est un petit peu plus philosophique ou poétique. Comment en fait c'est fait cette écriture à deux voix et au niveau de la jeunesse, est-ce que tu penses que, voilà, que l'enfant arrive à... Enfin, comment l'enfant perçoit tout ce qui va être plus poétique dans cette écriture? Eh bien, comme Ève, je reprendrai à partir de La Nuit tombe, Maman rêve. C'est vrai qu'on était parti entendre la voix du petit garçon qui imaginait ce que vivait sa maman pendant la nuit à l'aide de ses cinq sens. Et là, on est encore dans côte à côte dans les ressentis, puisqu'on a voulu mettre en miroir cette fois et en écho en fait les deux personnages de la petite fille et de la maman pour qu'on ait ces ressentis. Donc bon, c'est pour ça que bon, c'est pas des échanges, mais c'est des ressentis. Alors, comment ça s'est composé? Ben d'abord, on a pensé à cette petite fille qui nous faisait entrer dans l'histoire, qui nous faisait exposer la situation de sa maman, qui traverse voilà, une forme d'orage intérieur qui la rendait incapable de se lever pour le moment. Et puis lorsqu'elle lui a dit à toi de jouer, alors à ce moment-là, le relais se fait avec la maman qui commence à retrouver des ressources pour sortir de son lit. Et là, on bascule dans son ressenti à elle, dans son prisme qui évoque avec son humeur à elle, son regard sur sa fille qui grandit. On trouvait ça émouvant, en fait, je pense. Enfin, toi et moi, j'ai l'impression d'avoir dans un même album la vision d'une fillette et de sa maman qui vivent ensemble ce face-à-face quotidien tout en ayant leur singularité à travers leurs différentes voix. Voilà comment elles arrivent à amener ensemble de la fête dans le quotidien, comment elles composent avec le jeu. Comme tu disais, Ève, comment un objet du quotidien se transforme. Voilà, on a essayé de mettre ça aussi dans l'écriture, comment les mots peuvent jouer ensemble, comment on s'accompagne réciproquement l'une et l'autre. Euh, L'une et l'autre et aussi l'une et l'autre de manière singulière puisque à travers ses ressentis, par le biais de la langue elle-même, comme tu dis, la petite fille, elle s'amuse avec les mots, elle fait des rimes, elle fait des pirouettes et ça en devient presque musical. On s'est beaucoup amusé à faire ça. Et puis pour moi qui travaille aussi le chant, ben, je suis vraiment sensible aux sonorités. Quand j'écris, j'ai l'impression que c'est presque un effort de pas glisser, pour pas glisser des mots vers la musique, parce que je sens comme des vers qui se déroulent dans ma tête. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si
dans le silence de nos têtes, il y a plein de rimes que cette fois on donne à voir. Et ça me plaît beaucoup, moi, de voir une fille et sa maman qui, dans des énergies, des âges différents, se laissent aller, voilà, j'ai envie de dire, à la poésie de leurs âmes, quoi. Voilà, il y a quelques années, j'avais lu quelque part une citation qui me poursuit. Bon, alors je suis pas très bonne en anglais, mais je vais la dire quand même en 3 mots. Be a poem. Et ça m'a percuté parce que je me suis sentie encore plus légitime à écrire comme on le faisait déjà voilà, avec cette poésie qui est vraiment pour moi le miroir de leurs deux âmes. Alors, La nuit tombe à mon rêve, c'était déjà poétique, un peu musical, mais pas autant. Et Luna, je me souviens que tu m'avais dit, le prochain, on va pouvoir se permettre d'y aller un peu plus, quoi. Et voilà. Et donc après, pour revenir sur la réception des enfants à la poésie des mots, moi, je suis sûre que les enfants sont sensibles à cette poésie. On en a fait l'expérience peut-être avec nos propres enfants dans des ateliers. Pour moi, voilà, la poésie, c'est d'abord une manière de se positionner, de voir les choses. Moi, j'ai plein de carnets d'écriture de quand j'étais enfant et j'écrivais déjà un peu comme ça, parfois en miroir. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi de gauche à droite en me disant il y a personne qui arrivera à connaître mon secret. Enfin, je pense qu'on est assez sensible et je me dis, comme vous disiez tout à l'heure là pour la nuit, les songes, que c'est en grandissant plus tard que voilà que ce goût, cette sensibilité à la poésie des mots peut se perdre. Alors du coup, bah, pas chez nous, il y a forcément d'autres formes de poésie qui prennent le relais, mais ouais, les mots, c'est la musique des mots, c'est hyper important. Ça apporte de l'émotion, ça apaise, ça console, ça réconforte, d'où toutes ces comptines dont sont parsemées nos journées à l'école, quand on est enfant, le soir, au moment de s'endormir, les marelles, etc. Voilà. Oui, j'ai l'impression en effet il y a une très grande ouverture des enfants par rapport au texte et je sais que ça m'est arrivé sur des salons d'entendre des parents qui avaient peut-être un peu peur parfois que voilà, le texte soit un petit peu obscur et en fait les enfants ils acceptent beaucoup plus la, la poésie et la découverte la musicalité, les sons. Et puis après, voilà, le sens, il arrive ou il n'arrive pas. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et Viviane, justement, dans l'écriture de La nuit, les songes, là, on est vraiment sur un poème. Moi, enfin, je pense que c'est un livre qui peut être aussi bien au rayon jeunesse dans une librairie qu'au rayon alors beaux-arts par rapport aux illustrations cyanotypes et aussi rayon poésie. C'est vraiment un objet poétique qui peut toucher eh ben, les petits comme les grands. Mais est-ce que toi, tu as écrit ce texte vraiment en pensant enfin, aux enfants? Est-ce que ton écriture, elle a été influencée par ça? Euh, oui, j'ai d'abord écrit, oui, pour des enfants. Peut-être je vais rebondir d'abord sur les propos précédents. Je pense que les enfants, et j'embrayerai ensuite sur la question, les enfants, ils découvrent le langage, en tout cas les très jeunes enfants. Ils sont dans la découverte qu'il y a des mots pour dire plein de choses, qu'il y a des sonorités. Et donc les enfants potentiellement peuvent avoir un rapport ludique au langage, au son. On peut fabriquer des mots, les détricoter, les recombiner. Et au fond, la poésie, c'est rien d'autre que cela, c'est jouer avec la musicalité et la matérialité du langage, hein. Et donc, je pense que la poésie a clairement sa place pour les enfants. Et donc, est-ce que j'ai écrit ce texte poétique en pensant aux enfants? En tout cas, j'ai pensé à ma fille, à une enfant, puisque je l'ai écrit dans un contexte particulier où ma fille, qui était jeune, dormait mal la nuit et elle aimait entendre une voix lui raconter des choses la nuit. Et, et donc, je lui ai raconté ce que je voyais par la fenêtre. Et en même temps, je lui racontais des histoires qui parlaient de ce que je voyais par la fenêtre.
et qui pouvait être autre chose. Donc, je l'emmenais dans un voyage imaginé et imaginaire. Et quand on parle à un enfant qui ne s'endort peut-être pas tout de suite, eh bien, on peut retrouver très vite ce qui relève de la berceuse, de la musique, de la chansonnette, de la ritournelle. Et donc, eh bien, ça permet de retrouver la poésie. Euh, Surtout un aspect auquel je voulais aussi être attentive, c'est la question du silence. La nuit, c'est silencieux. Euh, donc, je voulais une écriture qui intègre ce silence, qui fasse une place à des pauses, à des blancs, comme la nuit estompe le bruit de la ville, les bruits de la vie aussi. Et donc, c'est un peu dans ce sens, à la fois un contexte très, très réel, euh, très biographique, euh, qui fait que mon écriture s'est construite comme ça pour ce livre. Par ailleurs, j'écris de la poésie de façon régulière, donc il ne s'agit pas d'un apax. Et, et aussi cette attention euh, à l'atmosphère sonore que propose la nuit. Et c'est le contexte nocturne aussi qui m'a amené à construire cette écriture où il y a plus de blanc. Et la poésie est un langage qui fait de la place au blanc, beaucoup plus que la prose. Et je crois que tu n'as pas rappelé aussi dans quel contexte tu avais écrit le texte, enfin, au niveau du contexte plus général, du confinement, c'est ça? Qui était Oui, une période quand même particulière aussi. Euh, oui, c'est vrai. Tu fais bien de me rappeler cet aspect, Luna, merci. Euh, oui, l'aspect qu'on évoquait tout à l'heure de l'imaginaire qui vient dans la ville. En fait, c'était aussi le contexte du confinement qui me l'a soufflé. Pas le confinement en soi, mais euh, ce moment où dans la presse, on a vu des articles qui disaient que des renards, des cerfs venaient en ville. Et donc, c'est une rencontre incongrue. Ça ne se voit pas d'ordinaire. Ça paraissait être impossible. Alors, il se trouve qu'à Aubervilliers, je n'ai pas vu de renard, ni de cerf ou de biche. Il y avait beaucoup plus de fleurs par contre, et donc de papillons. Mais ce contexte a orienté vers l'imaginaire et donc aussi vers la poésie, au sens où il y a des images qu'on ne voit pas d'habitude, qui d'un seul coup devenaient possibles, pensables, on pouvait s'autoriser. Et donc, c'était intéressant parce que ça faisait aussi une sorte de zone grise, de bascule entre le réel et l'imaginaire. Ce qu'on pensait tout à fait imaginaire ne l'était plus. Et moi, j'aime bien l'expression que tu dis s'autoriser à rêver. Je trouve que ça rejoint aussi bah, voilà, les albums avec Eve et Cécile où on a bah, une maman solo débordée ou une maman solo un peu malade qui du coup s'autorise à rêver et à rêver avec son enfant. Peut-être qu'on peut justement aborder ce... Alors, peut-être là, le personnage de la maman, enfin, la figure féminine qui est dans Côte à Côte et dans La nuit dont maman rêve avec Ève et Cécile. Et puis après, on discutera plus globalement bah, de ce regard féminin qu'on propose dans nos livres jeunesse. Mais oui, peut-être déjà Ève au niveau, et Cécile, mais peut-être on commence par Ève, au niveau de la figure de la maman. Ouais. Euh, voilà, comment tu perçois cette maman? Est-ce que, enfin voilà, on la voit combative et enfin on voit ses moments de faiblesse et on la voit aussi Ouais. forte. Elle est très humaine. Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est un album un peu féministe? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, moi, oui, j'ai vraiment l'impression. Enfin, je pense que nos albums sont féministes dans le sens où
Bah, là, dans Côte à Côte, c'est des représentations qui sont importantes qu'on a souhaité mettre en avant. Il y en a encore trop peu, alors qu'une maman qui élève seule son enfant, c'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et justement, dans le sens où le fait qu'on montre des choses dans cet album qui sont perçues comme des failles, comme là, la maman qui reste dans son lit et qui ne peut pas faire grand-chose que rester dans sa chambre finalement, c'est des choses qui restent humaines, et c'est aussi une façon de mettre en lumière une normalité, de dire que c'est normal d'avoir des moments où un parent assure sur tous les fronts, comme on l'entend, et d'autres où on peut pas faire grand-chose. Et, euh, et voilà, c'est aussi cette dimension qui m'intéresse, enfin qui m'a intéressée dans la création de ces deux albums, ces représentations en fait, ces représentations de femmes fortes, indépendantes, d'une mère qui a finalement besoin de personne à part d'elle, de son enfant, et puis bien sûr d'un entourage. À L2 ou à E2, dans les deux albums, ils forment une famille qui fonctionne parfois plus ou moins bien, comme toutes les familles. Et je trouve que autant dans le fond que la forme, ouais, nos albums sont, sont féministes. Voilà. Cécile, tu veux peut-être ajouter quelque chose par rapport à cet aspect-là? Euh, Oui, bah, c'est vrai, comme tu dis, Ève, en fait, ces familles-là sont quand même de moins en moins, on va dire, enfin, sont de plus en plus, une famille sur trois est monoparentale, donc Mm. ça commence à valoir la peine ou bien la joie d'en parler. Et effectivement, ouais, ce choix déjà de famille monoparentale pour nos albums, c'est un sujet du féminisme. Et effectivement, ben, on fait quand on est solo, quand les pères sont absents. Comment on fait, on fait bien les choses, on fait comme on peut, on a le droit de se montrer, comme tu dis, dans nos faiblesses. Et c'est vrai que moi, pour avoir connu quasiment que ça, il y a un moment donné aussi où j'ai réalisé que eh bien, accepter parfois que nos enfants nous voient mal, nous voient pleurer, etc. Ça aussi, c'était nourrir la relation, de ne pas leur mentir sur ce qu'on peut traverser dans la vie. Et dire aussi que voilà, c'est pas parce qu'on tombe que ça nous empêche de nous relever, voire même en ressortir plus forte derrière. Et ça, je trouve que voilà, c'est assez chouette de pouvoir le montrer à travers ces albums, quoi, parce que euh, après, c'est vrai que c'est des situations, tu parlais très humaines. Je pense que voilà, pour avoir traversé des moments où on dit que on admet qu'on est à bout, qu'on a besoin de repos, et tout d'un coup, de voir que son enfant bah, prend cette donnée-là et en fait quelque chose à son tour, et que c'est pas pour ça qu'il sombre lui aussi dans quelque chose de compliqué, de sombre. Non, il attend juste, il patiente, il apprend à se débrouiller. Et puis, voilà, quand la maman se ressaisit, bah, là, il y a le soleil qui reparaît pour qu'on puisse de nouveau s'amuser ensemble et composer, quoi. Voilà. Et après, dans l'aspect, je pense, où nos albums se rejoignent, le fait de dire que, eh bien, oui, les situations complexes font que on a quand même le droit de continuer à avoir nos rêves et en tant que maman solo, continuer à être une femme au-delà d'être une mère aussi, ben, c'est important de transmettre ça à nos enfants. Merci Cécile et Ève. Viviane et Lucille, du coup, dans La Nuit et les Songes, on n'a pas de personnage, en tout cas pas d'humain visible, même si on a un narrateur voilà, qui est présent et qui dit je. Euh, comment ça s'est fait, ça, ce choix euh, qu'il n'y ait pas de personnage alors à la fois au niveau des images et puis au niveau du texte, que ce soit le jeu. Et est-ce que, à votre avis, du coup, il y a quand même une perception, un regard féminin dans ce livre-là? Peut-être Viviane, tu peux commencer. Ou Lucille. Euh, alors oui, la question d'avoir uniquement une voix narrative, hein, mais pas de personnage qui, qui soutient l'histoire. Euh,
Ça, on en a beaucoup discuté. C'était pas forcément un choix posé en tant que tel dans l'écriture originellement. Malgré tout, le fait de, enfin, le fait d'écrire un peu en marge d'une configuration classique où il y a un personnage, ça me permettait aussi, pour moi, dans l'écriture, de faire cette place au rêve. Parce que quand on rêve, on, on est à la fois là et un peu moins là. En tout cas, on s'absente à une partie de soi-même. Euh, on, on s'évade aussi. Et donc, cette, d'avoir une représentation un peu moins tributaire d'un sujet, d'une personne, c'était un petit peu ça. C'était permettre aussi au lecteur ou à la lectrice de, de se lancer aussi dans le rêve un petit peu. De faire l'expérience de ce voyage ou d'une petite forme d'abandon, d'abandonner quelque chose un peu du quotidien, un peu terre à terre, ou qui peut-être nous encombre. Et puis, euh, euh, l'autre aspect qui fait écho à l'autre ouvrage que j'ai écrit, ne pas avoir de personnage, c'était aussi, enfin j'en ai pris conscience un peu a posteriori, c'est aussi une manière de travailler sur une écriture inclusive. Euh, ça permet d'un petit peu neutraliser cette question de ah bah mon personnage c'est une fille, c'est un garçon. Ben, la voix de la narration, elle accueille tout le monde. Alors évidemment, c'est très important aussi d'avoir des personnages. C'est pas du tout pour dire que c'est le dispositif à adopter tout le temps. Euh, mais je trouve que c'est aussi une manière de travailler sur cette question d'une écriture inclusive, en dehors de la graphie, en dehors euh, des rôles qu'on peut donner aux personnages. C'est aussi une manière de composer ça. Et je passe la parole à Lucille maintenant. Oui, Lucille, au niveau justement des illustrations, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu un moment de doute, enfin comment ça s'est passé, justement cette histoire d'absence de personnage, comment toi enfin, ça a orienté ta création? Ouais, bah, c'est quelque chose qui nous a beaucoup préoccupés toutes les trois pendant la création du livre. Est-ce qu'il faut mettre un personnage? Est-ce que ça va manquer aux lecteurs, aux lectrices de ne pas avoir ce personnage à qui s'identifier? Moi, j'avais la question en tête tout au long de la création des images et pourtant, en les faisant, j'y mettais pas de personnage et ça, j'invitais plutôt à l'immersion, à la contemplation et pour rebondir sur ce que Viviane disait tout à l'heure, à un regard par la fenêtre, en fait, quelque part, que le livre soit un peu comme cette petite fenêtre pour regarder la ville la nuit, qui est aussi quelque chose auquel les enfants ont très peu accès. Euh, donc voilà, ce travail-là sans personnage, c'est aussi une manière de faire que ce jeu, ce soit le lecteur ou la lectrice, et que le lecteur ou la lectrice fasse cette promenade lui-même, quoi, dehors. Voilà. Donc un peu un lecteur, enfin quelque chose de très englobant pour avoir un peu, enfin oui c'est ça, quelque chose d'universel, de moins genré, d'un peu plus neutre. Et d'ailleurs, du coup, dans Côte à Côte, donc on a le personnage d'une petite fille. Dans La nuit dont maman rêve, c'était un petit garçon. Euh, est-ce qu'il y a du coup je sais pas, une différence entre les deux livres par rapport à ça, par rapport au fait que ce soit la relation d'une maman et d'un petit garçon, la relation d'une maman et de la petite fille?
Eh bien, alors moi, je te renverrai la question aussi, parce que c'est vrai que on va pas se mentir, le premier album, voilà, était plutôt issu d'une histoire peut-être avec mon petit garçon. On était parti de quelque chose comme ça, et le deuxième, on a voulu se passer le relais aussi en voyant grandir nos enfants et passer à ta petite fille, ta grande fille, Luna. Moi, ce qui me vient, je sais pas s'il y a tant de, pour le coup, de différence, enfin, me concernant, mais si peut-être j'ai réalisé quand on a dédicacé les tout premiers albums et que ma mère, j'ai dédicacé son album, qu'en fait j'ai réalisé que j'avais écrit cet album à la place de la maman qui n'avait pas de petite fille mais qui se projetait. Et en écrivant cette dédicace, je me suis aperçue que j'étais aussi la petite fille. Et donc, ça a fait ce glissement qui s'opère aussi, je trouve, dans nos quotidiens quand nos enfants grandissent, de se dire, ça y est, j'arrive à l'endroit d'être ma mère à tel âge. Donc moi, c'est plutôt voilà, de manière générale. Et pour le coup, ma mère m'a soutenue. Le message de l'album et entre autres choses, d'oser aller au bout de ses rêves, voilà, de se relever, de s'accrocher, d'essayer de toucher le soleil. D'apprendre à danser, à composer nos propres ailes. Et c'est vrai que d'une autre manière, ma mère m'a transmis ça. Donc après, peut-être sans doute je le transmets quand même à mon fils, qui a un nom proche du sol et du soleil. Mais voilà. Mais je te renverrai la question parce que je pense qu'elle te concerne bien. Et peut-être je vais demander à Eve aussi de dire peut-être un mot là-dessus, enfin, même si voilà, je sais Ouais. qu'il y avait cette envie de justement d'alterner aussi les personnages. Oui, c'est ça, déjà par équité. Et puis au final, moi, d'un point de vue graphique, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai illustré des enfants sans vraiment penser à leur genre. Donc, j'ai pas l'impression il y ait quelque chose qui ait changé à ce niveau-là, en tout cas de mon point de vue et de mon côté. Voilà. Mais votre point de vue est très, très intéressant. Est-ce que vous voulez les unes ou les autres ajouter quelque chose par rapport à ces thématiques du rêve, enfin, du quotidien, du rêve, de l'écriture féminine, voilà. Ou est-ce qu'il y a des questions? Je me rappelle que enfin, dans nos discussions, notamment bon, à partir du troisième album, vous allez mettre un papa solo. Et c'est une question qui revient. Et en fait, notre réponse à Luna et moi est vraiment euh, assez catégorique de dire, ben non, en fait, là, on a un espace pour parler des Mm. familles monoparentales qui sont quand même principalement composées de mamans. Et donc, Ouais. oui, on peut changer le genre de l'enfant, mais bon, le parent, Voilà, c'est pas la même dimension. Non. Aussi parce qu'on aime bien partir de notre vécu. Je pense que Ouais. c'est voilà, on a en effet Cécile un garçon et moi une fille, donc au niveau de l'enfant, on peut voilà, on a les deux. Après, on est deux mamans, donc je pense qu'il y a cette envie aussi de qui rejoint voilà l'ancrage dans la ville, l'ancrage dans le quotidien, l'ancrage dans le réel, de vraiment partir d'expériences, de ressentis réels et de transformer ça dans les livres et d'aller vers, en effet, vers le rêve, cette transformation-là. Viviane, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, je pense, sur cette question de regard féminin, c'est l'idée que ces livres, aussi bien La Nuit et les Songes que Côte à Côte, c'est, ils partagent une envie commune de montrer ces moments un peu invisibles socialement. Et, euh, et en cela, ils portent une part féministe, assumée, revendiquée ou plus discrète comme dans notre cas, parce que bah, aujourd'hui, qui berce les enfants la nuit quand c'est très désagréable de se lever? Je n'ai pas de statistiques hein, sur qui se réveille la nuit, de statistiques sérieuses, je veux dire, mais je suis prête à croire qu'aujourd'hui, cette tâche, elle reste très genrée et que donc ce regard sur la ville
au moment où il ne se passe plus rien, où tout le monde est rentré au travail, où plus personne ne rentre d'une soirée qui dure et est sympathique, eh bien, c'est cette attention à la ville qui est là et qui ne raconte peut-être plus rien en apparence d'intéressant à raconter, eh ben c'est un regard porté par les femmes. Ce n'est pas forcément un regard féminin au sens que les femmes voient ça. C'est le rôle que les femmes ont font qu'il y a ce regard. Ça fait partie des regards à montrer. Bah, merci à toutes. Je pense on a fait le tour de ce qu'on avait envie de dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous précise aussi qu'on sera donc au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, sur le grand marché des petits éditeurs, le stand d'Edis-A. Voilà, à côté de nos amies éditrices de Voce Verso. Donc n'hésitez pas à venir. Il y aura des dédicaces samedi après-midi avec Viviane et Lucille, et également avec Lucille Aluc pour un autre livre, Pierre, Papier, Ciseaux, donc l'après-midi. Et puis dimanche après-midi avec Cécile et Ève, donc pour La Nuit tombe, Maman rêve et Côte à Côte. Donc au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous tous et toutes. Alors, je profite de cet au revoir. On a une question de Marie-Jo, si on a peut-être 1 minute ou 30 secondes pour répondre rapidement, à savoir, c'est intéressant cette question du papa solo. Ne faut-il pas pourtant l'inventer pour sortir de la reproduction et offrir de nouveaux imaginaires à nos enfants? Je ne sais pas si une réponse rapide est possible là-dessus, mais peut-être qu'on peut tenter. Cécile? Peut-être Alors, si on peut tenter de l'inventer, alors ce qui est rigolo, au-delà du papa solo, je sais pas, moi il y a un temps où je me disais, j'élève un petit garçon, est-ce que je suis responsable du potentiel parent, papa solo qu'il va devenir? Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai suffisamment de charge mentale déjà pour que cette responsabilité ne m'incombe pas. Après, je pense que dans les familles voilà, recomposées, on en parle beaucoup. Moi, les questionnements de la suite et d'une suite avec un papa solo, elle vient aussi principalement de mes rencontres aussi masculines qui disaient, vous avez parlé des hommes. Donc, pour l'instant, peut-être qu'on observe, mais ouais, c'est une bonne idée hein, de effectivement l'inventer. Bon, faudrait qu'on se mette aussi peut-être à travailler avec des papas solos, avec peut-être. des papas solo, ouais. Ouais. Ou que des papas solo racontent, Mettre à racontent aussi des travailler, histoires au final. C'est ça. c'est ça. Très bien, eh bien, merci pour cette réponse qui a su être brève sur un sujet très long. Le webinaire sera disponible dans 4 semaines en ligne et nous espérons vous retrouver tous et toutes nombreux au salon physique la semaine prochaine à partir du 29 novembre à Montreuil. Merci de votre participation.